Cette scène est celle d'un petit théâtre d'importance, d'influence et de création, le Katsu. Je suis venue rencontrer une comédienne qui fait cette année sa première mise en scène. Une femme qui vit le théâtre comme une élévation, Madame Françoise Fauché. À préparer cette entrevue avec vous, vous nous avez dit qu'on pouvait tout aussi bien vous rencontrer ici, au théâtre, que chez vous, parce que ce sont au fond les deux pôles principaux de votre vie. Tout à fait, oui, oui, oui. Je suis contente qu'on se retrouve ici, au théâtre de Katsu, parce que c'est un lieu que j'aime infiniment. C'est plein déjà d'histoire et c'est à une mesure humaine, parfaite pour la création, me semble-t-il. Et effectivement, moi, quand je ne me trouve pas chez moi, je suis au théâtre. Si je ne suis pas au théâtre, si je suis à la maison. Alors, c'est ça, ce sont mes lieux. Et le Katsu, c'est vraiment un lieu un peu magique, où cette année, vous vivez une expérience très particulière. Oui, ma première mise en scène, figurez-vous, et ça, c'est grâce à Pierre Bernard, le nouveau directeur artistique, qui a eu cette idée. Je ne sais pas comment ça lui est venu, mais enfin, un jour, il m'a téléphoné, il m'a proposé ça. Et ma première réaction, c'était de dire non, parce que, bon, je me suis toujours considérée avant tout comme une comédienne, et ça ne m'était pas venu à l'idée de faire de la mise en scène. J'ai fait déjà de l'enseignement avec plaisir, mais la mise en scène, jamais. Mais Elvire Jouvet, quand il m'a dit ce que c'était, alors j'ai dit oui, c'est fait pour moi. Alors voilà, c'était presque évident, et ça devait l'être pour lui, c'est pour ça qu'il vous a choisi. Ça, oui. C'était une belle intuition. Comment vous retrouvez-vous, Françoise, metteur en scène, alors que vous êtes toujours, vous, sur scène, à jouer? Qu'est-ce que ça vous fait d'être metteur en scène? C'est un grand bonheur. C'était difficilement explicable. J'ai l'impression d'avoir touché là quelque chose d'autre dans ce métier que j'aime par-dessus tout. Et d'avoir été totalement responsable d'une très belle aventure. Avec, comment dire, un sentiment, non pas d'autorité du tout, mais une responsabilité presque maternelle, d'avoir réussi à faire ensemble, vous savez, comme une mère qui tout d'un coup dit à son enfant, bon, vas-y, là maintenant, tu es capable de marcher tout seul. Oui, c'est émouvant de faire une mise en scène. J'emploie encore des mots de néophyte. J'ai l'impression que les gens qui, comme mon mari, font de la mise en scène depuis plus de 30 ans, doivent un peu ricaner. Disons que je suis encore jonglée avec des grands mots et tout ça. C'est peut-être plus simple que ça. Mais il y a quelque chose, une dimension presque sacrée qu'il y a dans le métier de comédien et puis aussi dans ce métier de metteur en scène. Une façon de faire en sorte que les gens accouchent de quelque chose, d'une émotion, dans un dépouillement total. Ça, j'ai tenu beaucoup à ça. Et puis cette espèce de confiance. Et tout d'un coup, la redécouverte, parce que je le savais pour l'avoir vécu depuis 38 ans, la redécouverte de la disponibilité totale et de la générosité des comédiens. Les comédiens sont des êtres absolument merveilleux. Excusez-moi pour l'étiquette que je me colle aussi par la même occasion. Mais on est prêt à tout donner. Il y a un côté enfant chez le comédien qui, dès l'instant où il sent qu'il est aimé, est prêt à donner, à recommencer, et à donner encore, à s'arracher le cœur et les tripes s'il le faut, mais pourquoi? C'est ça qui est étonnant, pour plus grand que soi. Alors c'est beau. Vous dites, Françoise, faire du théâtre, c'est aller au-delà de soi. J'aimerais ça que vous m'expliquiez ça un petit peu. Oui, dans la mesure où il y a des gens qui vous le demandent. Et ça manque. Des fois, les gens qui nous dirigent se contentent trop souvent, trop facilement de ce qu'on leur donne tout de suite. Ça leur va vite, bien. De ce qu'on joue bien? Oui, il faut qu'on joue bien, mais il faut qu'on joue mieux. Et il faut qu'on découvre en soi des cris qu'on n'a jamais poussés, des déchirements qu'on n'a jamais connus, des facettes de soi qu'on n'a jamais explorées. C'est en cela que ce métier-là est fascinant, bien sûr. Alors disons que, comme dans tous les corps de métier, à notre époque, on est vite satisfait de quelque chose de bien, de passable. Ça va de soi. Dans le théâtre, il faut être plus exigeant que ça. C'est pas seulement ça va de soi,
c'est encore plus. Alors si vous avez cette notion-là, automatiquement vous arrivez à un dépassement de soi-même. Parce qu'il faut aller au-delà du jeu. Bah sans ça, c'est pas drôle. À ce moment-là, on met son étiquette, ou on met les mêmes chaussures que la veille, et puis bon, ça coule de source. Ah, vous êtes une jeune première dramatique, et ben faites-nous voir ce que vous savez faire. Et puis c'est tout. Mais non, c'est pas ça. Et puis l'âge aidant, les rides s'installant et tout ça, on est en mesure d'apporter autre chose que tout d'un coup une espèce de fraîcheur, une sensibilité, une poésie, une douceur, une gentillesse. Alors là, il faut creuser. Jouer, ça vous fait découvrir la multiplicité de vos personnages en vous? Oui, oui. Je pense que vous, en posant des questions, vous devez aussi découvrir des choses que vous n'aviez pas explorées. Les réponses qu'on vous donne doivent vous provoquer chez vous tout d'un coup une réflexion. Alors, d'être, nous, les comédiens, obligés de jouer avec certains sentiments, d'être obligés de dire certaines choses. Je ne sais pas, moi, ici même sur cette scène-là, j'ai joué Madame de Sade, et grâce à Daniel Roussel, tout d'un coup, j'ai découvert en moi une violence, une force que j'avais jamais explorée. Que vous ne connaissiez pas? Pas du tout. Je suis pas comme ça dans la vie. Enfin, une capacité aussi de détester, presque de haïr, d'être mauvaise, d'être d'une rigueur implacable. Ouf, ça donne le vertige. Mais je pense qu'on est illimité dans la mesure où on nous le demande, encore une fois. C'est assez extraordinaire de découvrir tout ça, mais ça doit faire peur un petit peu aussi. On se dit, tiens, gardons, je ne connaissais pas cette capacité d'être violent. Oui, ce qui est rassurant, c'est qu'on est persuadé que chez le voisin d'en face, il y a aussi cette multiplicité-là. Oui, l'être humain est très étonnant. Combien de fois vous avez peut-être pu penser, et les spectateurs aussi, les téléspectateurs, ah, j'aurais pas cru ça de lui ou d'elle. Tout d'un coup des trésors ou bien de méchanceté, ou des trésors de générosité, de dévouement, de courage. Et c'est souvent dans des grands moments que les gens se révèlent. Et chaque fois qu'on met le pied sur scène, c'est un grand moment. Françoise Fauché, vous avez dit quelque part que ce métier, vous l'aimiez depuis que vous aviez 4 ans? Oh, sûrement, oui. C'est extraordinaire. Non, je pense que si vous... Vous avez toujours vécu en rêvant de faire ce métier? D'une façon plus ou moins consciente, oui. Une passion pour ça. J'allais beaucoup au cinéma et au théâtre quand j'étais petite. Et à 4 ans, j'ai vu Greta Garbo dans La Dame aux Camélias. Et au moment où elle mourait, oh mon Dieu, je suis morte avec elle en me disant, mais c'est ça qu'il faut faire. C'était tellement extraordinaire. Puis j'ai eu la chance d'avoir une mère qui aimait beaucoup le théâtre, avec laquelle je pouvais parler de théâtre. Puis j'avais une passion pour les comédiens. On faisait la queue, maman et moi, pour avoir des autographes. Enfin, toutes ces choses bêtasses un petit peu, mais qui font qu'il y avait là une vie en dehors de la vie et plus vraie que la vie aussi, qui me fascinait, mais toute petite. J'allais vous demander ce qui vous fascinait tant dans le théâtre, mais vous venez presque de me répondre. C'est cette vie en dehors de la vie. Oui, oui. Une vie plus belle que la vie, plus vraie encore que la vie, plus profonde. Tout d'un coup, la possibilité de prendre un certain recul et de se nourrir aussi de beau. Le beau est une chose extrêmement importante dans ma vie. Ça a l'air un peu bête de dire des choses pareilles, parce que qu'est-ce qui est beau? Ça, c'est encore très difficile à définir. Mais il me semble que le beau va avec le vrai, va aussi avec une certaine noblesse de comportement, une éthique. On pourrait en parler longuement, de l'éthique professionnelle, les choses qui se font et ne se font pas. Non pas parce qu'on fait partie d'une certaine classe de la société, mais parce qu'en tant qu'être humain, on se doit d'avoir du respect pour soi-même et pour les autres. Et puis tout ça, c'est le théâtre vous l'enseigne. Hein. On nous donne à voir, on nous donne à réfléchir. Il y a une élévation de pensée, il
y a un choix aussi quand vous fréquentez les grands textes. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez fait de l'enseignement et je me demandais si ça s'apprend faire du théâtre, c'est-à-dire qu'on peut apprendre des techniques, mais qu'est-ce qu'on peut enseigner de plus important à des élèves? Qu'est-ce que vous leur enseignez de plus important? Bon, vivez, soyez conscient de toutes les choses de la vie pour en faire votre pâture. Et quand vous avez un texte, tout est écrit dans le texte. Ne cherchez pas à l'extérieur comment vous allez pouvoir jouer, ce que dit Jouvet, le sentiment. Grattez, grattez, grattez à l'intérieur de votre personnage. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il répond? Parlez à celui qui est devant, celui ou celle qui est devant vous. Ne pensez pas à ce que vous dites, mais pensez à ce que vous pensez. Ça veut dire, ne jouez pas les mots, tous les mots pourraient être remplaçables par d'autres mots, mais suivez jusqu'au bout le fond de la pensée. Ne vous regardez pas jouer. Allez-y. Soyez totalement vacant, disponible, par contre, osez. Respirez comme le personnage, ne respirez pas comme vous. Marchez comme le personnage et non pas comme vous. Glissez-vous dans le personnage. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Et tenez-vous. On ne joue pas de la tragédie en running shoes et en blue jeans. On joue de la tragédie en se tenant d'une certaine façon. Là, je vais faire de la tragédie avec les élèves du conservatoire. Ça va être des choses que je vais leur dire. Ici, j'ai demandé aux jeunes comédiens de ne pas venir répéter avec des running shoes, parce que ce rebond qu'on a quand on est monté sur pneu ballon, c'est pas ça. On ne joue pas à Don Juan avec des running shoes. C'est aussi bête que ça. Ça ne s'apprend pas d'être comédien, il y a le don. Ça demande beaucoup d'humilité, donc, pour être comédien. Je pense que oui. Mais c'est un mot qui revient souvent chez vous, l'humilité, je trouve. Oui, j'espère qu'on ne va pas s'imaginer que je joue à être humble. Non, je ne pense pas que ce soit dans ce sens-là que vous l'employez. Non, pas du tout. Non, il faut être humble parce que si on est trop bouffi de soi-même, ce qui est très à la mode à notre époque, on dit moi, 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 moi. Le moi est important, mais il est haïssable aussi. On ne peut plus se glisser à l'intérieur d'un personnage. Or, un personnage nous malmène tellement, le metteur en scène devant nous nous malmène tellement, le public, même s'il nous aime, il est tellement exigeant. Cette vie de comédien est tellement exigeante qu'il faut avoir une très grande humilité. Quand tout d'un coup, là, on est vraiment trop malmené, j'ai un camarade que j'aime beaucoup, il s'appelle Benoît Girard, et qui un jour a dit, c'est pas un métier d'humilité, c'est un métier d'humiliation. Des fois, on peut penser ça aussi, mais non, je préfère humilité. C'est un beau mot, de toute façon, quand on va vers les autres, quand vous posez des questions aux gens. Si vous voulez tirer la couverture à vous, vous n'êtes pas humble et vous faites une mauvaise entrevue. Si très humblement, vous vous amenez devant quelqu'un en lui posant les bonnes questions et en le laissant parler, ce qui demande aussi une certaine humilité, une patience et tout ça, ben, vous faites une bonne entrevue. Et puis, bon, je pense que c'est comme ça qu'il faut accueillir les autres aussi. Vous m'amenez justement, Françoise, à parler d'une autre facette de votre personnalité. De notre beau métier d'intervieweur. Notre beau métier d'intervieweur. Oui. Vous avez été intervieweuse longtemps, oui. Et avec passion. Ah, tout à fait, oui, oui. Mais je ne sais pas si je peux faire quelque chose sans passion, sinon ça ne vaut pas la peine, oui. Oui, j'ai commencé très tôt, c'est Yvette Parr, qui était réalisatrice à Radio-Canada, une des premières femmes réalisatrices au monde d'ailleurs, il faut le signaler, qui faisait les émissions féminines, ça s'appelait Rêve Réalité, et qui un jour m'a demandé est-ce que ça vous amuserait de faire des entrevues. Et comme je suis du genre plutôt curieux, et que je m'intéresse à beaucoup de choses, j'ai dit mais oui, je peux toujours essayer, qu'est-ce qu'on risque? Et alors c'est elle qui m'a mis le pied à l'étrier, puis c'est comme ça que j'ai fait Rêve Réalité, et puis alors après, pour vous madame, votre enfant madame, bonjour madame, au revoir madame, je ne sais pas trop quoi, et puis Femme d'aujourd'hui, à la fin du compte, qui a été la grande émission culturelle, je devrais dire, de Radio-Canada, du temps où Radio-Canada avait une certaine mission culturelle. Françoise, vous avez beaucoup aimé ce métier-là. Ah, j'ai adoré. Pourquoi?
Si je vous interviewais, vous me diriez parce que ça permet de découvrir les gens et qu'on s'aperçoit que les gens sont, comme on le disait tout à l'heure, multiples, pleins de ressources, de bonne volonté, de culture, de tendresse, de richesse insoupçonnée. Ça nous aide à vivre. On est comme des sangsues, là. Dites-moi ce que vous avez de meilleur, donnez-moi ce que vous avez de meilleur, puis on prend ça pour soi, on apprend. Il n'y a rien de mieux dans la vie que d'apprendre. Alors, sinon dans les livres, du moins dans les gens. Oui. Vous avez eu une enfance très entourée. Vous dites que vous êtes une enfant de l'amour. Je trouve que c'est très beau. J'aimerais que vous me racontiez comment vous êtes une enfant de l'amour. Maman m'a toujours fait comprendre qu'elle m'avait voulu. Et elle m'avait tellement voulu qu'elle m'avait gardée, toute célibataire qu'elle puisse être. Donc de savoir qu'on a été vraiment désiré, choisi, que malgré les difficultés, parce que, disons, je suis née en 1929, être mère célibataire en 29, c'était pas un cadeau. Donc ça demandait beaucoup de courage. Donc je me suis toujours sentie vraiment... j'étais pas un accident. Ou si j'étais un accident, c'était un heureux accident. Vraiment accueilli avec joie. J'ai eu aussi l'impression d'avoir séduit l'entourage. Fallait. C'est la magie des enfants uniques aussi. Oui. Mais mon grand-père qui avait dû me bouder pendant un certain temps, bon, il était totalement à ma disposition pour, je sais pas, pour des tas de petites attentions. On allait bêcher le jardin ensemble, on ramassait les pommes de terre ensemble. Je sais pas, il y avait des tas de choses. Je vivais en banlieue de Paris, mais il y avait le jardin. Enfin bon. Alors tout ça, ça fait que j'étais entourée de maman, de mes grands-parents. J'étais vraiment une enfant heureuse dans un jardin où il y avait tous les fruits et toutes les fleurs qu'on pouvait imaginer. J'étais une enfant en bonne santé. Avec le premier homme de votre vie, un grand-père qui, vous le dites, vous adorait. Ah oui, vraiment, oui. Oui, alors c'est important, ça. Disons que ça démarre très très bien une vie. J'ai été bonne élève en classe, donc j'étais aimée de mes professeurs. J'étais pas une enfant embêtante, donc j'étais aimée de mon entourage. Alors non, je pense que j'ai été une enfant heureuse. Puis il y a eu la guerre, alors ça, c'était moins drôle. Est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un qui a eu beaucoup de chance? Je pense. Maman m'a toujours dit, t'inquiète pas, t'es née sous une bonne étoile. Alors, je vous y vois. Je pense que c'est vrai. Vous savez, Françoise, quand on vous regarde, on a l'impression que vous avez une vie parfaite. Vous dites que, bon, vous avez été heureuse dans votre enfance, malgré peut-être une situation familiale qui aurait pu être dramatique. Oui, exactement. Et ça, c'est déjà une chance. Et puis, vous êtes mariée avec le même homme depuis 35 ans. Oui, 37. 37, oui. Ça aussi, c'est une chance. Oui. Ou un manque d'imagination. Ah, ça, c'est vous qui le dites. Et puis, vous avez des enfants, vous avez 4 enfants, une vie de famille et des petits-enfants donc, aussi. et des petits-enfants. Oui. Vraiment, vous avez l'air d'avoir une vie parfaite. Oh, parfait, c'est un bien grand mot. Disons que... Non, c'est une vie harmonieuse, je pense, équilibrée. Quand il y a des heurts... on essaye de faire en sorte que ce ne soit pas des choses trop à pic. Bon, il y a eu des difficultés aussi, des deuils, des souffrances, des maladies. Mais je pense que j'ai un mari qui est très solide aussi, qui ne se noie pas dans un verre d'eau, qui a un humour féroce, qui fait qu'il désamorce les situations les plus dramatiques. Ça aide beaucoup. Moi, j'aurais un tempérament, disons, plus avec des hauts et des bas. Lui, il est toujours d'une humeur extrêmement égale. Alors, il y a cette espèce de solidité, de stabilité qui est là. C'est une grande chance aussi. Des fois, c'est enrageant parce qu'on se dit, oh, bon, mais non, c'est bien, ça vous remet sur les deux pieds sur terre. Et puis, je pense effectivement que la vie a été bonne parce que, bon, ma situation d'enfant naturel, comme on dit, la guerre,
la guerre, ça aurait pu être dramatique. Oui. Or, il y a eu évidemment des séparations, il y a eu l'exode, mais j'ai quand même réussi à prendre le train pour partir en exode, alors qu'il y a des gens qui sont partis en exode à pied. Il y a des gens qui sont partis en exode et puis qui sont tombés dans des bombardements. Nous, on a été mitraillés, mais c'est tombé juste à côté. Il y avait des difficultés de ravitaillement. Moi, j'ai jamais eu faim. Bon, il y avait des difficultés aussi de se ravitailler en chaussures. Bon, j'avais pas des bonnes chaussures, j'ai eu mal aux pieds quand j'étais petite, et puis j'ai porté une même jupe qui finissait par être brillante d'usure à un âge où j'aurais bien aimé, mais c'était pas plus grave que ça. J'ai pas connu les camps de concentration, enfin, j'ai l'impression que je passe à côté des catastrophes. J'espère que, mon Dieu, Dieu me garde, les catastrophes sont pas pour demain. Mais, vous savez, il y a des vies qui s'organisent comme ça. Qui sont comme des destins heureux. Oui. Mais en même temps, vous devez faire ce qu'il faut, j'imagine. Ben, disons que j'ai une façon... Je crois qu'on est d'autant plus heureux qu'on ne se bute pas. Je pense que les gens heureux sont les gens qui sont flexibles, qui s'accommodent, qui font pas un drame avec des vétilles, qui relativise les choses, c'est-à-dire que, bon, c'est pas plus grave que ça. C'est-à-dire que si vous arrive un pépin, je sais que facilement je me dis, bah oui, mais il y a tellement plus malheureux que soi. Si on se fait opérer de quelque chose, on va pas en faire tout un plat, on n'est pas les premiers à qui ça arrive, et on fait confiance. Il y a une façon d'aborder les choses qui font que ça désamorce, je crois. Vous dites que dans votre vie, l'art mène à Dieu. C'est vrai? Oui, je pense. Pour vous? Oui. Ça vous a aidé à vivre? Ah, tout à fait. Tout à fait. Bon, je suis croyante et c'est important. Je suis pas très calée en écriture sainte. J'ai vraiment une foi d'enfant de cœur, je sais pas trop quoi. Mais je pense que l'art, oui, la beauté, les œuvres, les grandes œuvres, qui sont un choix, mènent à Dieu. L'autre jour, j'étais en plein cœur du brouhaha de Montréal, un jeudi soir, avec des gens qui se précipitaient dans les magasins, et dans les restaurants, vraiment la vie, là, mais le tourbillon. Et je suis venue ici dans ce théâtre où le spectacle était déjà commencé. Et j'ai eu manifestement l'impression que j'entrais dans une cathédrale et que ce qui se passait là sur scène, c'était une prière. Il faut dire que ce théâtre est une ancienne synagogue. Oui, il y a déjà ici quelque chose de sacré. Alors, c'était ça. Mais ce qui se passait là, cet instant de réflexion, cette notion de dépassement, ce choix des mots, ce don aussi, c'était une messe qui se célébrait là. Et toute petite, quand j'allais à l'église, c'est pas les idioties que les curés pouvaient raconter, parce que je pense que c'est de tout temps. Hein. Il y a toujours eu des histoires de péchés, de choses que je comprenais pas, avec lesquelles j'étais pas d'accord du tout. Moi, je me suis fait ma petite religion à moi, partant du principe que Jésus a dit « aimez-vous les uns les autres ». Et c'est ça, c'est la plus grande chose qui ait jamais été dite. Le péché, je sais pas, enfin bon, je suis flexible, tolérante pour ça. Les dieux vengeurs, j'ai jamais compris ça. S'ils nous aiment, qu'ils disent aussi. Bon, enfin. Alors j'ai l'impression que je suis très, très large. J'aime beaucoup Saint François. Et j'ai l'impression que tout se tient à ce moment-là. Et que quand j'étais petite, que j'entrais dans une église, il y avait tout d'un coup un silence. Il y avait une beauté, il y avait une lumière qui venait des... Et tout ça, ça procédait de la même chose, c'était une présence réelle. Qui est ce que vous retrouvez au théâtre? Tout à fait. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous aide le plus à vivre? Mon Dieu. Dans les moments difficiles, par exemple? Les autres, l'amour de ceux que j'aime, qui m'entourent, sûrement. Et
c'est émouvant. La présence de ceux qui sont plus là. C'est pas impunément qu'on a eu dans sa vie des êtres qu'on a aimés, qui nous ont aimés. Ils sont partis, ils sont là. Ils nous guident. Oui. Mais on va parler d'autre chose.